Bonjour à toi. Avant de te laisser te faire chatouiller les oreilles avec mon invité, je voulais simplement te dire que la saison 3 de Meshahu se fera en 2 parties. L'année qui s'est écoulée a été très difficile pour moi, comme tout le monde. Et je ne te cacherai pas que j'ai même pensé, et d'ailleurs à plusieurs reprises, à arrêter le podcast. Mais je ne l'ai pas fait. Et tu sais grâce à qui ? Grâce à toi. Toi qui m'encourages à chaque fois. Toi qui as compris l'importance de donner une parole émotionnelle aux personnes qui font et qui font de leur mieux malgré les difficultés. Et c'est pour cela que j'ai repris les enregistrements, mais à mon rythme, au rythme des émotions. Donc, comme je te le disais, la saison 3 existera bien, mais elle sera scindée en 2. Des Meshahu consécutives, une pause estivale et la seconde partie à la rentrée. Allez, je te laisse en compagnie de mon invité. Bonjour, Eslamenwen, marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahu. Meshahu est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahu, Meshahu. Dans cet épisode, je rencontre Mehdi, animateur radio et télévision. Avec Mehdi, nous avons parlé de la magie de la vie, de la dureté de l'Algérie et de la loyauté, mais pas que. Merci à toi, Mehdi, d'être venu nous raconter ta Meshahu, avec autant de dérision, de pudeur et d'intimité. Meshahu, Meshahu. Bonjour Mehdi. Bonjour. Ça va ? Aujourd'hui ça va, alhamdoulilah. Pourquoi hier ça n'allait pas ? Non, ça allait bien. Ah, pourquoi particulièrement Parce que j'ai aujourd'hui ? peur peut-être de demain ou après-demain. Ou de tout à l'heure ? Ou de tout à l'heure, j'appréhende. Je suis une personne qui appréhende. Ah oui ? Ah ouais, j'appréhende. Bon, je vis le temps T, mais il y a le T plus 1, il y a le T plus N, qui est inconnu. Bon, mais ça va, sinon ça va très très bien. Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bon, je l'ai accepté parce que... T'étais obligé ? Non, pas du tout. Ah, surtout pas, hein. C'est pas mon genre. Moi, personne ne m'oblige. Moi, j'ai toujours appris à dire oui d'abord et réfléchir ensuite. Je trouve que ça fait partie de l'art du relationnel. Je sais pas si c'est la bonne phrase, mais je me dis toujours, faut dire oui, réfléchir. C'est toujours intéressant de dire oui, parce que peut-être on peut regretter après. Donc j'ai dit oui très vite. Oui, donc j'ai pas hésité une minute. Bon, il fallait caler, donc caler. On a eu le Covid, etc. Et puis bon, il y a une proximité aujourd'hui de la radio à côté. Bon, ça m'aide énormément. Ceci étant dit, je serais venu même attiser aux eaux. Il n'y a pas de problème. Non, c'est une histoire de s'organiser. Moi, j'aime bien discuter, sortir de mon carcan habituel. Est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Eh bien, écoute, alors je suis Mehdi, animateur, radio-télé. J'ai fait des études
en électronique, robotique. Donc j'ai obtenu un ingénierat qui m'a servi peut-être dans mon raisonnement, je me dis. J'ai utilisé tout ce que j'ai fait comme étude peut-être dans mon approche, dans mon travail, qui n'a aucun rapport bien entendu, mais il m'a aidé certainement. Certainement. J'ai 50 et quelques poussières. C'est quoi les quelques poussières? C'est des jours et des semaines. Et des heures. Et des heures et des microsecondes. Tu veux que je te donne la date de naissance? Bon, il n'y a pas de problème. C'est quand ton anniversaire? C'est le 12 juillet. Ah, t'es de quel signe alors? Cancer. Et c'est sympa d'être un cancer? Je sais pas, j'ai pas essayé. Je suis pas rentré dans les entrepôts. Maintenant, si tu crois à la réincarnation, je suis désolé, mais là, ça me paraît trop compliqué. Mais du coup, en analysant les caractéristiques de ce signe du zodiaque, du coup, je me sens bien dans mon... Ah, donc tu t'es penché. Bien entendu, j'ai fait de l'horoscope. En fait, je faisais pendant une 20aine d'années l'horoscope du journal Liberté. Oui. Donc, je l'ai animé très longtemps. Je faisais également l'interprétation des songes. Enfin, j'en ai fait des choses. D'ailleurs, j'ai roulé ma bosse. Hein. J'ai pas perdu mon temps. Et je me suis bien sûr intéressé à mon petit signe quand même. Ouais. Et le mot d'abord. Exactement. Et donc, c'est vrai que on est un signe particulier qui a des défauts et des qualités, comme tous les signes bien entendu. Mais j'aime bien les qualités de ce signe. Ouais. Je vais pas les révéler. Bon, c'est très simple de les trouver. Mais si tu me je vais être très narcissique si j'en parle. Cherchez, tapez, voilà. Il y a plein, oui, vous allez trouver. Et vous allez également trouver tout ce qui est défaut, atome crochu, etc. Est-ce que tu es heureux, Mehdi? Alors, heureux, c'est une lourde question, je vais dire. Une lourde réponse, c'est-à-dire une lourde question d'abord, Ouais. et elle est aussi lourde la réponse. Ouais. Mais je vais dire... je suis content. Pas forcément heureux, content. Content d'avoir fait certaines choses, d'avoir pris certaines décisions dans ma vie et d'avoir réussi à surmonter beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves. Voilà, je suis content. Je suis une personne tranquille. J'ai la conscience tranquille. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. La conscience tranquille. J'ai rien à me reprocher. Que tu dis. Bref. Que tu dis. Oui, j'ai rien à me reprocher. J'ai toujours tendance à répondre à quelqu'un. C'est-à-dire que même dans ma vie, même professionnelle, quand j'anime et tout, j'ai toujours eu cette... Mais il y a toujours quelqu'un. Je suis pas normal. Vous êtes plusieurs dans ta tête? Certainement, oui. Ah oui. Oui, plusieurs. Plusieurs parce que déjà, de par mon métier, je vais te donner un exemple professionnel, tiens. Je fais une émission à la radio pour un public francophone, c'est une certaine cible, avec une certaine façon d'animer, l'approche est très différente. Je fais La famille en or, fait maintenant, donc qui est pour monsieur et madame tout le monde, donc c'est en fait une autre approche qui est à la limite presque en contradiction avec ce que je suis à la radio. C'est-à-dire que je n'oserais pas poser, fuiner, interpeller, interviewer les personnes de la même manière. Donc déjà, je suis une seconde personne. Mais je me sens bien, attention. Hein. Oui. Je me sens très très bien. Je fais aucun... Au contraire, je suis... Peut-être je suis versatile ou je suis... Mais je suis... En plus, je suis aussi, par exemple, dans certains milieux, on va dire un peu... PCBG. Bobo. Voilà. Bon chic, voilà, j'essaye de... Je trouve aussi, j'ai des moments qui me plaisent d'ailleurs. Voilà, et puis j'ai une multitude de facettes. Parce que la vie ici est ainsi. C'est-à-dire, nous avons affaire, et je trouve quand même que c'est une richesse. Avec le temps, je trouve ça très riche pour moi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'arrive,
que je sois avec des gens populaires, dans un quartier ou dans un hameau lointain, d'abord j'ai un public. Ça me fait très plaisir. Parce que celui qui me connaît pas à la radio me connaît à la télé. Celui qui me connaît pas à la télé me connaît dans les jeux. Aujourd'hui, j'essaie de me déployer sur les réseaux sociaux. En fait, c'est très bien quand même. Après 30 ans de service, de métier, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, je me dis, franchement, c'est fantastique. C'est pour ça que je suis content. Tu penses que tu as une capacité d'adaptation assez facile ? Eh bien, écoute, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans ma vie. Parce que la meilleure expérience, c'est l'expérience de la vie. Moi, je suis né ici à Alger, et bon, mes parents, et j'ai passé mes premières années en Algérie. Ensuite, on est parti à l'étranger. On est parti vivre en Italie. Et puis, bon, on a eu un gros malheur. Ma mère, j'ai perdu ma mère alors que je n'avais que 9 ans. Et donc, je me suis retrouvé en Algérie chez mes grands-mères. J'ai eu 3 grands-mères. Une dernière m'a quitté il n'y a pas très longtemps. Elle était centenaire. Et donc, c'est mes grands-mères qui m'ont pris en charge. Elles m'ont éduqué, m'ont donné l'amour, l'argent, tout, enfin. Et figure-toi que 8 ans, 9 ans, quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot d'algérien. Un mot, j'avais tout oublié, j'avais rien retenu, etc. Et j'ai eu cette capacité en très très peu de temps, mais vraiment très très peu de temps. Aujourd'hui, on me consulte comme étant un expert. Parce que dans les mots, dans l'étymologie, d'ailleurs j'en ai fait une émission Yades où je m'éclate avec les mots, les expressions, etc. Bon, je me suis bien rattrapé. Donc en fait, j'ai eu des petits couacs au début, je comprenais pas et tout, et ça m'a énormément forgé, et très vite, c'est resté dans mon subconscient, et j'en ai fait franchement aujourd'hui l'algérianité c'est-à-dire j'en ai fait ma matière principale dans ma vie. D'ailleurs, je suis effectivement sur une chaîne francophone, je délivre le maximum d'algérianité. Je pense que même j'ai beaucoup d'auditeurs arabophones, personne ne me dit mais on te comprend pas. Et pourtant, la base est quand même en français. Mais tellement j'algérianise, Et c'est quoi du coup l'algérianité pour toi, Mehdi ? Eh ben, l'algérianité, c'est utiliser ce qu'on a comme mot, comme expression, quelle que soit la langue, et l'adapter, lui donner cette touche locale. Voilà l'algérianité. Et l'état d'esprit de l'algérianité, c'est quoi ? Ah bon, il est macho, l'état d'esprit. Je suis désolé de l'algérianité. Il est patriarcal. Et il est patriarcal, très, très. Oui, bon. Je t'apprends rien, là. Il est quand même, il est difficile. Mais je vais te dire, il est difficile, il est dur, mais il est attachant. C'est ça aussi. Le syndrome de Stockholm. Tout à fait. Il est attachant. D'ailleurs, j'avais une bonne copine à moi. Elle me disait, l'Algérie, c'est un pays trop dur, mais ô combien attachant. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Donc, il y a plein de choses à dire. Hein. On va les dire. Et donc, tu as grandi à partir de 7-8 ans, tu es revenu en Algérie, et à Alger particulièrement. Ouais. Tu as grandi dans quel quartier ? En fait, j'ai grandi... alors, ma première année, je suis parti... j'ai été accueilli par ma grand-mère maternelle. C'est à la rue de Mulhouse. C'est pas loin de la rue des Douches. Donc, je suis resté une année. Ensuite, ma grand-mère paternelle nous voulait. T'as des frères et sœurs ? J'ai 2 sœurs. Je suis le garçon unique. Le plus petit ? L'aîné. Je suis l'aîné. Je suis l'aîné de la famille, donc j'ai eu tous les privilèges de l'aîné. Comme moi. Voilà. Et beaucoup d'inconvénients aussi. Tout à fait, non, j'ai eu les privilèges et les jalousies qu'il faut. Oui, exactement. خليهم يموتوا بالغزال. Allez. قلت لك, et après une année, ma grand-mère paternelle nous voulait également, donc on est parti. C'était pas très loin,
C'était à l'avenue Guermont, entre le Sacré-Cœur et Guermont. Et là-bas, j'ai passé le plus gros de ma vie. Voilà. Donc, tu as grandi essentiellement à Alger Centre. Alger Centre, oui, Alger Centre. Je suis né à la rue Hoche. Donc, Ahmed Zabana. Oui. Et Alger Centre, pour moi, c'est pas uniquement un quartier, c'est un quartier d'abord qui est chargé d'histoire, parce que je suis issu d'une famille très compliquée, d'abord révolutionnaire, mais pas que. J'ai une arrière-grand-mère qui est pied noir. Mais pas que. Ça rajoute une couche. Et d'ailleurs, une des rues d'Alger Centre porte le nom de mon grand-père assassiné en 62 par l'OAS pendant le cessez-le-feu. C'est quoi son nom? Benaïch Yahya, c'est juste la rue Valentin. C'est la rue Valentin. Voilà, au niveau de la rue Valentin. Donc il a été assassiné puisque ma grand-mère elle a épousé dans les années 40, 30, fin des années 30, elle a épousé dans le même quartier. C'est-à-dire que une très longue histoire, enfin bref, voilà. C'est chargé d'émotions, de souvenirs, d'histoires. Chaque mur me raconte des histoires de ma famille, de nos amis. Voilà, je suis issu d'une très grande famille, très, comment dirais-je, très hétéroclite, et très intéressante aussi. Ouais. Voilà. Et t'étais quel type d'enfant, Mehdi? Un diable. Ouais, un diable. D'ailleurs, le jour de ma circoncision, et donc ils avaient fait la fête ici à Alger avec Shara Abdelkader, qui est un chanteur chabi que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et ils avaient fait la fête dans une grande salle, le petit-fils et tout, c'était là. Le premier, c'était le bal, etc. Et ils voulaient m'enfiler une tenue traditionnelle, algéroise, etc. Je me rappelle très bien, bon, j'ai des photos, Salwa Loubia, Stifa. À l'époque, mon père, j'entendais parler, hein. En tout cas dans mon subconscient, c'est resté, ou je sais plus si c'est un subconscient, une mémoire, ou une rame, ou je sais plus quoi. En tout cas, c'est là. C'est là, en tout cas, c'est gravé, et je l'ai pas entendu il y a pas très longtemps. Non, c'est un truc très ancien, très vieux dans ma tête. Il appelait ça Salwa al-Khawaï. Et ça, c'est resté dans ma tête. Et le jour où on a voulu m'enfiler, bon, d'abord, j'avais... Heureusement que la circoncision, c'est une fois dans la vie. Bon, bref, j'encourage à ce que ça se fasse dans l'endo. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, ils m'ont enfilé la fameuse tenue et moi, il n'en était pas question. J'ai fait un scandale. D'ailleurs, j'ai mordu le chanteur. Il s'en rappelle au jour de... Il a plus la morsure quand même. Mais je l'avais mordu, oui. Ouais. D'ailleurs, mon père, le jour de la fête, il m'a donné, je crois, 20 claques. Parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser. J'ai fait un scandale. C'était mémorable. C'était un truc... Ouais, j'en ai fait... Non, j'étais un enfant très turbulent et très timide. Alors, très timide. Quand il y avait un invité et que je n'appréciais pas, comme j'appréciais personne d'ailleurs, je me mettais au milieu du lit, sous le lit ou au milieu, pour qu'ils puissent pas me tirer, ou etc. Et je leur disais, vous leur dites que je suis pas là, j'existe pas. J'ai gardé encore. D'ailleurs, ma grand-mère me disait, en arabe, me disait, voilà. Et t'as été un petit diablotin comme ça jusqu'à quel âge à peu près? Je le suis toujours. Je pense que je le suis toujours, parce que je suis et en fait, la moindre chose peut me déclencher. Ouais. C'est terrible. Bon, c'est plus de mon âge quand même. J'essaye de camoufler, mais s'il y a un truc, je sais pas, une cause, quelque chose ça peut réveiller en moi un truc de fou. Ouais. Hein. Allez, je vais te raconter un truc beaucoup plus tard dans ma vie. Hein. Quel âge? Non, j'ai honte de te dire. Allez. Oh, j'avais 19 ans, je crois, 18 ans. Ouais. J'étais à l'université et il y avait des grèves, ils lançaient des grèves, des trucs comme ça. Il y avait tout le temps. Et moi, j'avais commencé à la radio en tant que job étudiant, c'est-à-dire que je faisais la radio. Bon. Et il y avait tout le temps, on se mettait d'accord, aujourd'hui on fait grève. Il y avait des revendications à l'époque. On rentre pas, donc... alors le prof, il venait, il nous disait, écoutez, si une personne rentre, c'est 0. Ouais. S'il y a une présence. Donc, moi, j'essayais de convaincre, il y en avait toujours 4 filles à l'époque. Oh,
des poisons. Non, elle voulait à tout prix assister à chaque fois. On lui disait, mais c'est une revendication, c'est toute l'université, on va avoir un 0 à cause de vous. Bon, elles sont rentrées lors d'un examen. Pour ça, il y a eu plein d'histoires, mais je vais vous raconter uniquement ça. Ou je vais te tutoyer, je sais plus. Si on se tutoie. On se tutoie, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, elles sont rentrées. Elles sont rentrées. Donc, on était tous en crise. On va avoir un 0. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dit, écoutez, il me reste une chose. Il faut que je me transforme en kamikaze. Donc, c'était en plein hiver. J'avais un bonnet. Mm-hmm. Je sais que le prof, il va sortir de l'institut de mathématiques. Eh ben, je vais l'intercepter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé mon bonnet. Je courais, attention, ne me vois pas petit comme ça. Attention, Zarbot, hein? Je suis une toupie. Très, très explosif. J'ai fait un sprint. Je lui ai arraché dessous le bras. D'ailleurs, le Watanabe. Je lui ai arraché les sujets et je les ai éparpillés. J'aurais dit maintenant, allez. Ils m'ont dit, c'est pas possible. Toi, tu vas faire un truc. Eh ben, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que l'enjeu était pour moi très important. J'avais trop de pression, c'est-à-dire je travaillais, et il fallait qu'on règle cette histoire. Et donc, j'ai trouvé, pour te dire que je peux faire des choses. Bon, je décourage, j'encourage pas. Bon, aujourd'hui, c'est fini, on fait plus de la même manière. Mais bon, bref, c'est pas très joli. Je suis pas trop fier. D'ailleurs, j'avais retrouvé, je dois l'avoir l'article où dans les faits divers, on avait relevé qu'un jeune étudiant a agressé un professeur. Dans une vie antérieure, tu devais être gare au prochain. Et du coup, étant diablotin comme ça, comment les adultes parlaient? Comment ils me parlaient? En fait, de quel adulte? Mes parents, tes parents, tes grands-mères, les adultes qui t'entouraient. Mon père a toujours été très autoritaire et très autoritaire, un peu hautain culturellement. Mon père est architecte, il est à l'époque, je me disais, qu'est-ce qu'il utilisait des mots difficiles. Il m'a dit, tu sais. Alors, je lui posais, j'étais toujours curieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Il prenait, prends un dictionnaire. Prends. Et je lui dis, mais comment je vais pouvoir parler comme toi alors que c'est pas possible? C'était ça je me disais, comment, est-ce qu'on peut vraiment apprendre et devait avoir la capacité d'utiliser ces mots, ces expressions, etc. Bon, il m'encourageait à lire. D'ailleurs, j'ai commencé la lecture très jeune. Et nous, on avait une tradition familiale, c'est que on avait une petite bibliothèque au WC. Ouais. Et donc, moi, j'ai commencé sur la petite chambre, sur le pot de chambre avec Pif. Rat en Pif. Et c'était mon moment c'est-à-dire un moment très intéressant. La lecture sur le pot de chambre, c'est quelque chose. C'est super. On le fait toujours à la maison. Bon. Le pot a grandi. Voilà, sur le trône. Et les moyens ont évolué. Mais j'ai trouvé ça... c'est comme ça que j'ai commencé à lire, à m'intéresser et à apprendre plein de choses. Mais bon, ils étaient autoritaires, mais bon, non, ma mère était une personne très, très gentille. Mes grands-mères également, j'étais pour eux tout. Franchement, elles m'ont tout donné, d'ailleurs. Ouais. J'étais tout, le chouchou, mes oncles qui étaient à l'étranger m'envoyaient des cadeaux. J'ai toujours eu les plus beaux cadeaux, les plus intéressants. Le Walkman, j'étais le premier à l'avoir. Je portais les plus belles tenues. Tu te dis. J'ai été très très gâté. Gâté, voilà. Ouais. J'allais dire. D'ailleurs, on me disait gâté pourri. Ouais. J'étais gâté, oui. Bah écoutez, je pense que un enfant qui reçoit plein de choses, il va pas refuser quand même. Il faut être con. Je vais dire non, je veux des trucs boueux. Non, mais franchement, la vie m'a offert. Elle m'a offert beaucoup de choses et j'en ai profité. Enfin, C'est la vie, c'est comme ça.
Hein. Donc tu nous as dit que t'es parti avec tes 2 parents en Italie, y vivre. Ouais. C'est ça. Et tu reviens donc sans ta maman. Je reviens avec pas sans ma maman, avec le cercueil de ta maman. De ma mère. Ouais. Ouais. Je reviens avec un cercueil. Bon, c'était très difficile parce qu'on comprenait pas, on est jeune, on sent que le plafond s'est écroulé sur notre tête. Et ben ça fait partie de la vie, ça forge. Et puis on se dit c'est la fin du monde et pourtant après tout se surmonte. C'est ça la magie de la vie. Ouais. Tout se surmonte. Ouais. T'es proche de tes sœurs? Ben oui, on est très proches. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, c'est mes sœurs. Oui, parce que mon père a été une personne absente après, c'est-à-dire il a refait sa vie. Donc mes sœurs, on a toujours été très proches, c'est-à-dire oui, très proches, ouais, bien entendu, ouais. T'es un tonton? Oui, je suis pas tonton, hein, je suis Mehdi. Hein. Je suis pas du tout mes neveux, mes nièces et tout, c'est Mehdi tout court. Ah non, pas du. Pour eux, je suis un gadget. Ils s'amusent, ils m'enferment dans le KGB. Ils n'ont jamais. Je sais pas si c'est mon tempérament, mais ils n'ont jamais eu ils m'ont jamais perçu comme un tonton qu'il faut vraiment. Bon, il y a bien entendu le respect, etc. Mais sinon, pour eux, je sais pas, ça les amuse, ils me téléphonent, ils me font des blagues. Ça te plaît d'avoir ce statut-là? Oui, non. Ouais. À tout le monde, même dans la rue, je dis, non, ni tonton, ni tonton, non. Ouais. Oui. D'ailleurs, je n'aime pas ni monsieur, ni... Non, je suis une personne simple. Et même mes neveux, ils m'appellent, les nièces, Mehdi. Tout court. Voilà, ça me plaît, j'adore ce statut. Il correspond à ma personnalité, à ma vision des choses, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, j'avais un oncle, Khali, un seul oncle, qui s'appelle Jamel, et on l'a toujours appelé Jamel. D'ailleurs, je me suis inspiré de faits réels, hein, j'ai rien inventé. Et j'avais beaucoup aimé le statut qu'il avait. D'ailleurs, on l'appelle toujours Jamel. Alors que les autres, c'est Tata et Tonton. Voilà, c'est Tonton et Tata. Mais lui, c'était Jamel. J'ai continué sur la ligne. Est-ce que tu penses que l'enfant que tu étais serait fier de la personne que tu es devenue? Il serait peut-être surpris, tiens. Ouais. Oui, il serait surpris. Bonne surprise ou... Bonne surprise parce qu'en fin de compte, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Hein. Et je le dis, franchement, un rêve d'enfant. Et je vais te dire, avec le recul, j'ai l'impression presque que je ne l'ai pas réalisé, tellement j'ai peur que je me réveille. Ouais. Je me dis, mon Dieu. Oui, parce qu'en fait, je voulais faire ça et j'ai fait ce que je voulais. Ouais. J'ai obtenu. Ouais, je voulais. Et en fin de compte, ce qui m'a sauvé, c'est ma volonté. Et je me découvre avec les années, je me pose et tout. C'est que j'ai une très forte personnalité. Je me suis toujours sous-estimé. Jusqu'à maintenant, en fait, je te le dis, mais j'appréhende, je suis très... mais en fin de compte, je me dis quand même, j'arrive à me frayer un chemin rempli d'embûches. Attention, quand même, c'est très difficile ce que je fais, c'est-à-dire pour essayer de faire ce que je veux avec tout le paysage qui existe, c'est pas facile. Tous les jours, je me dis, ça va. Hein. D'ailleurs, je me dis, il me reste quelques petites années pour ma retraite officielle. Hein. Mais je me dis, moi, je souhaite vraiment finir en beauté ma carrière. C'est ma hantise maintenant. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident de garder une image, de la préserver aussi longtemps, pour moi. C'est-à-dire quand je vois des collègues, des amis qui sont dans les médias, etc., il faut croire, et je vous le dis, je te le dis, c'est pas facile, et c'est pas évident de rester aussi longtemps, essayer d'être créatif, de se remettre en question. Moi, souvent et très souvent, rien n'est acquis pour moi. C'est pour ça que je te dis, dans l'image de cet enfant, je suis fier, mais j'ai peur parce que on fait un métier, bon, après, un jour, il va falloir disparaître, c'est-à-dire passer à autre chose. Mais rester le plus longtemps possible, pour moi, c'était aussi un challenge.
Et tu penses que, en prenant du recul, que ton passage dans les médias algériens, qu'ils soient radiophoniques ou télévisuels, auront marqué, en tout cas ton passage aura marqué l'histoire de ces deux médias en Algérie ? Oui. Ouais. Oui, par rapport au retour des gens, parce qu'aujourd'hui, écoute, je vais te dire quelque chose. Je parle du principe que les personnes qui passent à l'antenne, ce sont des personnes privilégiées, d'abord. Donc moi, je me considère privilégié. Donc pas le meilleur. C'est pas possible. Ça, on me l'avait inculqué et je l'ai très bien compris. De deux, j'ai eu la chance et le privilège de marquer les esprits par des concepts. Bon, je vais te donner un exemple. Il y a 25 ans, mon premier passage à la télé, il n'y avait aucune émission de jeu et il y a une marque de bouillon qu'on appelle Jumbo qui me contacte parce qu'ils m'avaient écouté à la radio. Donc c'était des Espagnols. C'était un des premiers investissements espagnols en Algérie. Ça n'a aucun rapport avec ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, pas du tout. Ah, donc elle est plus noire espagnole. Oui, elle est espagnole, oui, mais ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de ma'rif. Qui sait, mais peut-être. Oui, c'est ça. Ils ont ressenti quelque chose. Ton espagnolité. Je sais pas, je parle comme une vache espagnole, attachée au pied d'un arbre d'ailleurs. Et donc, ils m'ont contacté et ils avaient lancé un jeu juste à la fin du terrorisme. Il restait encore quelques mauvais mois, on va dire, du terrorisme. Et ils voulaient lancer un jeu à travers l'Algérie où j'ai incarné le Père Noël. J'allais chez les gens avec une marmite géante, une soufflerie, et je leur offrais plein de cadeaux pendant 10 ans. Je te demande, est-ce que tu as 3 cubes de trucs, tu l'as, je t'emménageais à l'époque de tout ce qui était électroménager, je te donnais 10-20 millions ou 5 millions, je sais plus combien, et c'était extraordinaire à l'époque, ça fait 25 ans, et j'ai fait toute l'Algérie. Ça ne s'oublie pas, ce genre de choses, ça marque. Il y a la charge émotionnelle. Donc ça, c'était un privilège d'avoir eu ce premier jeu. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas plus eu de jeu comme ça. Donc ça n'a pas été remplacé. Dis-moi, Mehdi, est-ce que tu es amoureux en ce moment ? J'ai toujours été amoureux, mais jamais suffisamment. C'est quoi être amoureux suffisamment ? Suffisamment, c'est-à-dire à la folie. Ouais. À la folie, je l'ai été à très très longtemps. Et j'ai fait mon vaccin, 3 doses, je ne peux plus être amoureux à la folie, je suis trop vieux. Ah bon, l'amour ça a un âge ? Je l'ai limité d'ailleurs. Donc tu t'es auto, oui, j'ai essayé de faire un travail, comment on appelle ça ? Tiens, tu es psychologue, j'ai fait un travail. Travail sur oui, j'adore l'expression, mais je comprends. J'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai trop bossé. Et a priori, j'ai eu des résultats. J'ai trop travaillé et je pense qu'à un certain moment dans la vie, quand on est jeune, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'on peut être amoureux, mais on ne perçoit pas on n'a pas les mêmes sens. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes capacités, ni physiques, ni intellectuelles, ni neurologiques, ni mécaniques. Et quand on se rapproche de la quarantaine et de la cinquantaine, ça change ? Pour moi, la vie est un âge. C'est vrai qu'il y a un début, il y a une fin, mais je ne balise pas par rapport à 40 ans. Je dis, c'est bon, le compteur 40. Non, ça, on ressent les choses. Hein, c'est pas... Bon, après, biologiquement, il y en a qui ont 40 ans, 20 ans, et il y en a que... Voilà, moi, j'ai encore 18 ans, c'est-à-dire... je suis amoureux, j'aime une personne, je l'apprécie, elle m'apprécie, c'est tout. Bon, c'est la vie, et puis bon, j'espère que ça va durer le plus longtemps, le plus fidèlement, c'est tout. Wow. Et quand tu es amoureux, dans les périodes de ta vie où tu es amoureux, donc en ce moment tu es amoureux, est-ce que tu vois un changement dans ta vie professionnelle et dans toi-même ? Est-ce que ça se répercute, c'est ça ? Est-ce que,
je suis amoureux d'abord de mon travail. Et j'ai toujours utilisé mon travail comme un tremplin. C'est-à-dire que j'ai toujours balisé. Bon, c'est vrai que c'est très très difficile, mais j'ai toujours isolé plutôt, pas balisé, mais plutôt isolé mon travail de ma vie personnelle. Même si je raconte plein de choses, etc. C'est des jalons, c'est pour mettre à l'aise les gens, parce que c'est du donnant. Parce qu'à force de poser des questions un peu culottées, même bon, ça a été, maintenant c'est inculqué, c'est bon, mais il faut toujours donner, il faut toujours offrir. Et les gens sont toujours surpris, ils adorent. Ils adorent quand on raconte des petites choses comme ça de notre vie, etc. Parce que la vie, elle est... Vous voyez, on a tous des histoires, on a rien de... La vie, elle est banale pour tout le monde. Sauf que moi, je le dis, comme je te l'ai dit, on a un privilège, c'est de passer à l'antenne. C'est tout. On est petit, on a un gros nez, on est chauve... Bon, c'est tout, la télé nous étire, mais bon, bref, pas suffisamment. Donc, voilà. C'est tout, je pense que... Alors, j'ai balisé, et... Allez, je vais te donner un exemple. Quand j'étais pas bien dans ma vie, parce qu'il arrive qu'on passe par des moments difficiles, je pense que mes auditeurs, mes téléspectateurs ne l'ont jamais... Non, jamais. Je suis recruté sur la base d'un sourire et d'un tempérament. D'ailleurs, à un certain moment, c'est eux qui m'ont apporté la joie. C'est-à-dire que je rentrais un peu... Mais tout de suite, ils m'envoyaient des ondes positives. C'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, le jour où je prendrai ma retraite, ça va être difficile de les remplacer. Parce que psychologiquement, ce sont des gens qui m'apportent. C'est-à-dire, il y a vraiment un apport notable, concret pour moi. Voilà. Quelle est la place de la solitude dans ta vie, Mehdi ? Une place maîtresse. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te dire place maîtresse. Je t'ai bien dit, j'ai des moments d'ourson dans sa taverne. Voilà, dans sa caverne, ça dépend. Tanière, ça dépend de l'animal que je suis. Pour le moment, je suis en ourson, une peluche. Et c'est vrai que j'ai mes petits moments solitude, mais petits, mais ils peuvent être grands. Bon, malheureusement, c'est pas très évident parce que je travaille beaucoup, mais il m'arrive d'avoir mes petits moments où je vois vraiment personne. Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Le bonheur. C'est ça le bonheur ? Oui, c'est un bonheur. Oui, je suis très bien. Je m'occupe de mes petites plantes, je m'occupe de mes bouquins, je m'affale, je rêve, je lis, je cuisine. Alors j'adore cuisiner quand je suis seule, mais bon, j'aime partager, mais j'aime cuisiner et recevoir après, à la fin du cycle de l'ourson. Voilà. Et tu as besoin de ces moments-là pour te ressourcer ? Oui. J'en ai vraiment besoin. Je suis pas une personne qui, de par ma nature, je suis pas une personne qui sort tous les soirs, sauf si je suis en vacances. Bon, je suis en vacances, mais j'aime bien. Je suis pas très. J'aime les soirées, j'aime les rencontres, j'aime les gens, je les adore, mais j'ai besoin de mes moments de solitude. Je sais pas. Ça m'inspire peut-être, j'ai besoin de me ressourcer, c'est très difficile. Parce qu'en fait, quand on fait notre métier, en fait, il s'arrête jamais. C'est ça le compte. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à vous raconter et tout. J'adore et j'aime bien être correct avec les gens. Et donc, en fait, pour moi, c'est un travail aussi. Donc moi, je me repose vraiment quand je suis dans un pays ou dans un endroit où on me reconnaît. Et ça, pour moi, c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur du repos, c'est la quiétude, tu souffles. Oui, je souffle parce que je suis égal à moi-même. Voilà. Et est-ce que ton entourage proche comprend ces périodes-là que tu t'octroies tant bien que mal ? Il ne comprend pas, il est vacciné. C'est fallait. Non, il ne comprend pas, je suis comme ça. Oui, je suis comme ça.
Non, ils n'ont pas à comprendre. Ils le savent. Ils savent comment je suis. Tu Mes l'imposes. sœurs. Oui. Moi, on était ensemble. Moi, j'avais ma chambre. Je m'enfermais dans ma chambre. Des fois, c'était accès interdit. Je mettais un bout de papier interdit, accès interdit. Enfin, moi, je m'amusais. J'adorais ce genre de truc. Ouais. De telle heure à telle heure, je veux personne. Oui, bon. Donc, ils savent. Ils sont Elles ne habitués. savent pas, elles ont subi. Si Mehdi, tu étais un film, ça serait quel film ou quel style de film ou alors toi et non pas ta vie. Quel film je serais? Oui, ou quel genre de film. Je serais un film algérien. C'est quoi un film algérien? Bah, je peux te donner une référence, hein, Vas-y. je sais pas. Leïla et les autres. Ouais. Je sais pas. Hassan Terro. Ouais. Tu vois? Ouais, je serais algérien, ouais. Mm. Oui. C'est mes marques. T'as jamais pensé... Même si je suis issu de culture, c'est-à-dire mixte, c'est vrai que... Mais je suis profondément algérien. Profondément. T'as jamais pensé à partir? Non. Et pourtant, j'ai tout ce que les personnes rêvent. Oui, parce que mon public est là. Mon combat est là. C'est quoi ton combat? Mon combat, c'est être auprès des Algériens. Ouais. Dans toutes les épreuves. Et je les ai accompagnés, enfin, du moins, depuis que j'existe, dans toutes les épreuves. On les a tous vécus, tous ensemble. Du terrorisme, les gens quittaient l'Algérie, et moi j'ai intégré la radio. Fallait le faire quand même, 92, c'est 92-94. Tout le monde quittait. J'aurais dit recrutez-moi s'il vous plaît. Ouais. J'étais très content, j'étais l'homme le plus heureux. Donc il fallait le faire quand même, et puis on a vécu tout. Les bons, les mauvais moments, et on en a eu des gros malheurs. Tous les jours, j'étais à l'antenne, sans interruption. C'est magnifique. Donc, toutes ces émotions, je les ai partagées. Je ne dis pas que les autres peuples n'ont pas d'expérience. Mais personnellement, je me dis... je pense que j'étais missionné, je sais pas. J'aurais pu aller en France ou là. Est-ce que j'aurais trouvé mes marques? Je ne sais pas. J'en doute. D'ailleurs, je vais te dire, toutes les personnes qui étaient chez nous, est-ce que vraiment ils ont réussi? Au sens réussite. Ils ont un statut, ils ont... Les personnes qui sont parties, tu veux Oui, dire. oui. C'est-à-dire que je parle pas, je critique personne, non, pas du tout. Oui. J'essaie de le ressentir. Est-ce que vraiment, au fond, ils sont heureux? Bon, il y a eu beaucoup de choses, c'est-à-dire il y a des gens qui étaient obligés, etc. Mais au fond, je comprends leur déchirement, etc. Parce que tout est chez nous. Ah ben, je vais te prendre ton exemple. T'as vu, bon, tu comprends pas l'arabe et tout, mais tu veux, Si, tu essayes de nous dire, tu comprends les gestes déjà, ben, heureusement pour toi. Hein. Non, mais je vais te dire, en fait, tu as ressenti ce besoin de venir et tu te dis, en fait, est-ce que tu aurais été beaucoup plus utile en France? Allez, je te retourne la question. Je pense pas. Non. Tu comprends, tu dis, oui. c'est vrai, il y a beaucoup de choses. J'ai plus de cheveux. Oui, mais je me dis, c'est là. Le challenge, c'est là. Tu vois, quand tu arrives à faire même un petit chouïa, quelque chose, eh ben, c'est là. C'est là. T'es pas fatigué des fois? Oui, des fois je suis... C'est pour ça que j'ai besoin de prendre du recul. Oui, bien sûr. C'est éreintant. On se bagarre toute notre vie. Un animateur en Europe, où là, il ne se bagarre pas. Tout est facile. Il se casse les méninges. C'est pas le même combat, c'est pas la même chose. C'est autre chose. Nous, c'est autre chose. On a passé une guerre civile, une décennie noire, c'était difficile tout ça. Puis après, il a fallu s'adapter. Et d'ailleurs, comment t'as vécu, toi, la décennie noire? Tu devais avoir la vingtaine, c'est ça? Oui, 18 ans, j'avais 18 ans. Ouais. C'était quoi ta vie de jeune adulte dans un pays Excellente.
guerre civile. J'ai eu aucune contrainte. Mais sérieux, j'ai fait ce que je voulais, je voyageais, j'allais à la plage, en boîte, je sortais. Oui, j'ai une vie magnifique. C'est vrai que j'étais peut-être inconscient, j'ai pas perçu la menace, je ne l'ai même pas calculé. Ouais. J'étais très bien jeune, c'était super. Mais en fond, même si tu étais inconscient, mais en fond, tu savais que l'Algérie était en guerre civile. Oui, bien entendu, hein, ouais. J'étais pas dans une tour d'ivoire. D'ailleurs, autour de nous, il m'arrivait de... Comment on vit avec ça? Alors, écoute, il m'arrivait d'être à l'antenne avec les auditeurs, entendre une déflagration. Ouais. On savait que c'était un mot. Mais nous, on est parti du principe, et c'est ce qui nous a forgé, c'est qu'on était là pour accompagner les Algériens, nos auditeurs, dans des moments difficiles. Donc on était là pour surmonter cette douleur. Donc on n'était pas seuls et eux avec nous. Donc on essayait de... En fait, certains vous diront, on a banalisé peut-être des crimes et tout, mais fallait-il faire un deuil tous les jours? Est-ce que c'était bénéfique? Je dis non. C'est un combat. On a combattu à notre manière. C'est en accompagnant, en leur faisant oublier, en rigolant, en tournant en dérision plein de choses. Et c'était une manière de surmonter ces horreurs. Voilà, c'est-à-dire que ma pire crainte, c'était que j'annonce le Flash Woman et elle annonce un bilan macabre. C'était ma pire hantise. Tu comprends? Tu sais, purée. Alors, des fois, on avait prévu un programme début, donc on essayait de diminuer un peu parce que je devais reprendre, mais ça durait pas très longtemps, parce que il fallait noyer un peu, hop, et on reprenait notre programme, etc. Donc ça, c'était ma hantise, c'était comment reprendre graduellement, ne pas heurter les sensibilités, ne pas dénigrer, ne pas se sentir comme un système isolé, je vous appelle je sais pas à quel tour, et pourtant on a eu des amis, des voisins, moi j'habite à Alger-Centre, donc des gens qui ont été assassinés, des journalistes, de mes collègues, des disparitions. Ouais. Le rire a une place importante dans ta vie, ouais. Le rire, la dérision, la plaisanterie, le sarcasme, tout ça bien entendu. Ouais. Et on peut rire de tout? Alors, non, on peut pas rire de tout. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas... Par contre, on peut avoir des fous rires le jour d'un décès. Ouais. On peut avoir un fou rire. Ouais. C'est le fou rire nerveux. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, non, rire de tout, non. Ça dépend, rire comment, c'est des degrés. Il y a des oui, rire sans heurter la sensibilité. Non, oui, j'aime bien, moi, rire sans vexer. Ouais, bien sûr, quand même. Il y a des proches, je sais pas si tu connais, des proches. Ah oui. Qui disaient, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Est-ce que tu embrasses cette phrase-là? Oui. Tout est relatif, hein, tout est relatif. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Je peux me permettre, par exemple, avec mes auditeurs de la chaîne 3, ce que je ne pourrais pas le faire avec les téléspectateurs de Famille. Voilà. C'est vrai que c'est le genre une plaisanterie. D'abord, moi j'aime bien le second degré. Je trouve ça c'est beaucoup plus fin et plus subtil et j'adore les sous-entendus. D'ailleurs, souvent on me dit t'as dit, je dis j'ai jamais dit ce mot. Je vous jure que j'ai jamais dit. Mais c'est tellement sous-entendu. Ah, j'adore. Ça c'est mon kiff. Ouais. Il y a de la censure, tu te censures? Il y a de l'autocensure dans ce que tu dis ou pas? Qu'est-ce que tu appelles par censure? Censurer par rapport à quoi? Je me suis toujours dressé des limites par rapport à... Ma seule censure, c'est la société. Bah ouais, bien oui. Bah, moi je raconte, on parle de tout, tout. Hein. Mais il y a des choses que je ne peux pas, malheureusement, je peux pas. Parce qu'ils ne l'accepteraient pas. Donc j'ai essayé, hein. Depuis que je suis, j'ai essayé de mais tu as ramené déjà beaucoup de choses. Par exemple, allez, je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé à la radio,
il n'y avait pas d'animateur qui posait le genre de questions qu'on appelle des questions un peu délicates, je sais pas, bagué, j'ai créé des noms pour que les Algériens se sentent bien, bagué, pas bagué, big bagué, des bagués pour dire tout simplement marié. C'était des erreurs volontaires. Demoiselle, j'ai trouvé dans la littérature française que l'équivalent au masculin c'était damoiseau. Après je l'ai transformé parce que j'ai dit damoiseau en algérien, c'est pas possible, il est macho, tu vas lui dire dame, il va dire dame, il va s'arrêter à dame, il va dire tu l'insultes. Alors je l'ai transformé, j'ai appelé ça demoiseau, ça fait plus macho, ça fait demoiseau, demoiselle, demoiseau, on sent le elle a demoiseau. Mais voilà, si tu me dis elle a dawa, il risque de prendre très, tu vois, des trucs comme ça. Donc, après, José, tu es blonde, brune, tu as les cheveux carrés, coupe, je sais pas, ton mari t'aime, il t'aime pas, je sais. C'est-à-dire, je me suis lâché et je me lâche avec mes auditeurs. Ils l'ont bien pris, ils ont adhéré, donc tu vois, donc c'est des choses. Ça paraît waouh, mais chez nous ça passait pas avant, ça passait pas. C'est pas que ça passait pas, c'est-à-dire que personne avait, oui, ça ne se disait pas. Donc moi je suis parti par exemple j'avais commencé à faire des émissions. Après j'ai lancé mon concept là, Yades, qui était le Yades, il faut offrir un cadeau. Donc j'étais un premier animateur à demander à ce qu'on m'offre des cadeaux. Tu m'appelles, tu m'offres cadeau. Et en plus je rechigne, ça me plaît pas, j'aimais pas, je faisais la tête, la moue, etc. Donc je voulais lancer un truc pour me démarquer. Et se démarquer à la radio, c'est-à-dire démarquer. C'est pas en posant plus les questions sur l'étymologie des mots, des expressions et tout. Et là, j'ai développé une manière de poser des questions qui sont propres à l'émission, donc je l'ai personnalisé. Parce que je vais te dire, je marque mon territoire. ما تخافيش ما حشون نقول لك فركاني. Mais tu peux, hein. لا لا اختي وعلاش لا pour le moment لا quand même. Et en fait, je voulais pas qu'on me calque, qu'on me copie. Je voulais avoir parce que je vais te dire, c'est un travail. C'est un vrai travail. Tu sais, c'est très banal quand tu écoutes, quand tu vois. Mais il y a une très très grosse réflexion. C'est-à-dire que c'est justement cette banalité, elle n'arrive qu'après une très très dure réflexion. Travail, pas des nuits blanches, c'est-à-dire que je dors avec une idée, ça vient pas. Comme je leur dis, Ilham, c'est l'inspiration en arabe. Elle porte le prénom d'une fille que je trouve très jolie. Ilham elle n'est pas venue, Ilham. Elle n'est pas apparue, donc l'inspiration, il n'y a rien. Ça rien. C'est horrible. Je ne ressens pas. C'est pour ça que je te disais, les artistes, ressentir. Le ressenti. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cette alchimie qu'on ne retrouve que quand on est entre nos semblables. Binette, non. Je suis pas narcissique. C'est un peu du chauvinisme, peut-être, je sais pas, moi. Je sais pas. Je pense que tous les peuples ont ce genre d'alchimie, développent ce genre de, je sais pas, un peu plus parce qu'on est méditerranéen. Oui. Si Mehdi était une émotion, ça serait laquelle? Eh bien, le rire. C'est une émotion, le rire. C'est pas que le khnouna, la mort. Le rire. Quelle a été ta plus grande peine, Mehdi, jusqu'à présent? Professionnelle ou personnelle? Les deux. Ma plus grande peine, c'est la méchanceté des gens. Même si moi, je suis une personne relativement réservée, j'essaye de la méchanceté de certaines personnes. Des proches. Ça m'a beaucoup peiné. Mais c'est quoi être méchant pour toi? Eh bien, écoute, tu me poses une question très intéressante. Bon, j'ai eu l'occasion je me suis attelé un peu à me poser cette question sur la relativité du méchant et du gentil, du bon et du mauvais. Et je me suis toujours posé le relatif. Est-ce que la personne qui est méchante le sait elle-même? Est-ce qu'elle s'auto-dénonce? Est-ce qu'elle ressent la méchanceté ou pas?
Franchement, des fois, je me pose des questions. Non, je suis un peu bizarre. Et bon, maintenant, quand on te dit tu es méchant, est-ce que tu te remets en cause? Donc, tout est là. C'est-à-dire que d'où commence la méchanceté, cette mesure? Est-ce qu'il y a une échelle? Je me suis posé un jour la question. Ouais. Est-ce qu'il y a une échelle de méchanceté? C'est pas la douleur. Hein. Ouais. La douleur, elle se mesure. Comme les éclats de rire, je pense qu'on peut mesurer un éclat de rire. Je ne me suis pas attelé, c'est-à-dire que j'ai pas fait de recherche pour savoir est-ce qu'il y a certainement comment on mesure une échelle, ouais. Comment on mesure le piment et son intensité. Mais la méchanceté, comme elle est toute relative. À chacun. Donc chacun a son échelle. Ce qui peut être méchant pour toi ne l'est pas forcément pour moi. D'où la difficulté. Mais bon, est-ce que quelqu'un s'est posé la question je vais pas créer une théorie ou un théorème pour trouver une équation qui va répondre à notre question. Mais je suis sûr que si on se posait un peu sur cette question qui est très très intéressante, on trouverait des réponses, du moins des réponses, on va dire, basiques, qui feraient déjà le socle pour qu'on comprenne les choses. C'est-à-dire, on va dire, c'est comme si on traçait une échelle élémentaire pour avoir ces fluctuations et voir où on va. Il doit y avoir des maximums, ou est-ce qu'il y a une corrélation avec la personne qui reçoit cette méchanceté et crée cette équation à 2 ou 3 inconnus pour qu'on puisse voir cette interaction par une forme, je sais pas, voilà. Je m'en suis toujours très bien sorti, alhamdoulilah. Donc, les gens méchants me font de la peine. Très sincèrement, j'ai beaucoup de peine pour les gens qui font du mal. Parce que c'est un SOS qui lance et peu de personnes comprennent leur SOS ou leur méchanceté. Parce que ça doit s'expliquer, je pense. Enfin, après, je me dis, ils n'ont pas peut-être pris la claque au bon moment, ou le coup de pied où il fallait. C'est bien de prendre une bonne claque au bon moment. T'en as pris? Ah oui, j'ai pris des claques. Alors, la plus grande claque dont tu te souviens... du coup, je commence à avoir mal. Non, mais la claque qui t'a servi. Parce qu'on en a reçu des claques qui n'ont pas servi. J'avais un voisin que je détestais. Caro. Et en fait, nous, notre éducation, c'était de dire bonjour à tout le monde. Et bien sûr, toi, le petit morveux, il fallait que tu dises bonjour à tout le monde. Et moi, chaque fois que je le voyais, purée, je lui donnais le dos. Malheureusement, mon père m'a vu un jour dans les escaliers. Il a vu la scène. Et il m'a donné une claque. Oh, il m'a dit, comment tu dis pas bonjour? Mal élevé. Voilà, c'est une claque qui m'a vraiment marqué. Hein. Non, il m'a élevé. Du coup, je dis bonjour à tout le monde. Je sais pas, mécaniquement. En arabe, en français, en anglais, peu importe. Bonjour, salam alaikum, comme ça va à tout le monde. Et maintenant, en prenant du recul, à ton avis, quelles ont été les valeurs que ton père et tes parents et la famille qui t'ont entouré t'ont transmises et qui sont ancrées? Le respect, l'honnêteté, la loyauté. Je suis profondément loyal, respectueux, ouais. On est condamné. C'est très difficile d'être loyal, honnête, correct dans la vie. C'est extrêmement difficile. Poli, c'est extrêmement difficile. Et Dieu sait que on peut être provoqué, entraîné, intéressé aussi, mais c'est très difficile d'avoir des principes. Quand mon père me donnait des claques, il me disait toujours une phrase. Bon, je le détestais, je lui souhaitais tous les maux du monde, au fond. Hein. Il me disait, un jour, tu me diras merci. Un jour, elle est chauffée. Putain, ça faisait encore plus mal. Hein, dès qu'un jour, tu me diras merci. Je vais te dire merci. Tu me donnes une claque, tu me dis un jour, tu vas te dire merci. C'est fou, celui-là. C'est ça, là. En fait, c'est ça, la jeunesse. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas beaucoup de choses. C'est-à-dire, les parents, ils disent des choses, mais on ne comprend pas. Hein. Le problème, c'est que... bête et con. Oui, on est vraiment bête et con. Très bête et con. C'est ce que je dis comme ça. Voilà, je rencontre beaucoup de jeunes comme ça. Je vous fais gagner du temps.
C'est du bonus, je te donne, c'est du bonus. Je te fais gagner 10 ans, je te les fais gagner. Tu sais c'est quoi 10 ans dans la vie? C'est inestimable. Puis un jour, je ne sais pas ce que j'ai eu dans ma vie, et je me suis rappelé cette phrase. J'ai dit franchement, oh, mais c'est vrai qu'il me disait ça. Mais c'est vrai, un jour tu vas me dire merci. Et j'ai dit merci, je crois 30 ans après. Ouais. Merci papa. Ouais. Merci de m'avoir donné la claque au bon moment. C'est pour ça que c'est riche de cette expérience. Je dis, il faut prendre la bonne claque au bon moment. C'est ça l'éducation. Même si aujourd'hui on prend la fessée est interdite, c'est plus aujourd'hui, c'est fini. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, je sais pas qu'est-ce que ça donne. En tout cas, c'est pas très beau ce qu'on voit. Une chose est sûre, il y a des claques qui se perdent. C'est dommage. Si une jeune personne, ou moins jeune, hein, c'est pas le propos, vient te voir et te dit je veux m'engager, parce que c'est vraiment, là on a vraiment l'impression que ton métier c'est un engagement, je veux m'engager dans l'animation, quel est le conseil que tu lui donnerais qu'on ne t'avait pas donné? Aujourd'hui, je me suis redéployé dans les réseaux sociaux. Et je chapeaute plusieurs influenceurs et influenceuses. J'en ai une que j'apprécie particulièrement et qui est une fille de mon quartier, c'est Yamena. Et elle, je la chapeaute depuis déjà une année. Elle me consulte, on est amis. Et je l'ai même introduite un peu à la radio. Bon, on a fait une émission ensemble, ce qui est très difficile parce que je suis très difficile et faire une co-animation avec elle. C'était un challenge et on l'a fait l'été passé. On s'est très bien amusé et on compte, je l'espère, que si les conditions à la radio le permettent, de lancer avec elle plein de choses et lui permettre d'assouvir ce besoin de faire de la radio, mais également de lui inculquer tout ce que je sais. Je suis prêt. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a deux écoles qui m'ont contacté pour faire une sorte d'enseignement parce qu'en fait moi quand je suis rentré à la radio j'avais l'impression que j'étais à la NASA. Oui sérieusement, personne ne m'a rien dit, personne ne m'a rien appris et je les voyais sautiller. Bon, il y en a enfin sur 20 il y en avait 2 super sympas qui ont été sympas. Les autres je les voyais sautiller. Bon, moi quand même j'ai fait des études supérieures. C'est-à-dire, j'ai fait des études très difficiles. C'est de la programmation. J'ai eu les meilleures notes. Je suis pas venu, c'est-à-dire du néant. C'est vrai que j'avais pas de notion. J'avais une notion du transistor, par contre. Sa fabrication, la programmation d'un microprocesseur, le langage binaire. Il y a plein de choses. Donc ça, c'est vrai que ça, je l'ai maîtrisé. Et c'est vrai qu'au début, j'ai vu ça. Mais ma volonté d'apprendre vite, rapidement, de m'imposer, c'est-à-dire que j'ai eu raison de me battre et d'apprendre. Donc j'ai appris seul. C'est vrai qu'à l'époque on avait des pointures à la radio, Leila Boutaleb, Leila Deraji, Salim Saadou, c'était nos responsables, donc ils nous chapeautaient, tant bien que mal. Ça reste des responsables. Bon, bref, c'est pas une école. En fait, il faut faire l'erreur pour apprendre. C'est ça le drame. Bon, j'ai fait quelques boulettes, de belles boulettes, des trucs sympas. Bah ouais. Qui n'en fait pas, je pense qu'on en fera jusqu'à la fin, hein, ça arrive. Le plus gros travail, je l'ai fait moi-même. Voilà. Donc j'ai appris, j'ai essayé de trouver mes méthodes, mes marques et tout. Voilà, hein, c'est tout. Et du coup, le conseil que tu donnerais, c'est... bon, aujourd'hui, les conditions, je vais te dire, aujourd'hui, les conditions ont totalement changé. Ils ont des opportunités qu'on n'avait pas à l'époque. Ils ont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si tu as du talent, si tu as du contenu, tu peux quand même te démarquer et te faire connaître. À l'époque, la radio et la télé, c'était les seuls moyens, et Dieu sait pour y arriver, pour y accéder. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment on y accède. Tellement c'est... Moi, à la radio, je viens, je diffuse, je fais mon programme et je passe. C'est-à-dire, j'ai d'autres chats à fouetter. Je suis une personne qui a une vie très intense, intellectuelle, créative. Je suis créatif. Je collabore avec des créatifs sur des
campagnes publicitaires, j'écris des films, je ponds des concepts, 360 degrés. Donc moi, ça, c'est des exercices importants pour mes méninges. Et sans ça, je ne serais pas musclé, c'est-à-dire je ne peux pas. Et c'est ce qui me donne une vision culturelle sur beaucoup de choses. C'est-à-dire je sais beaucoup de choses parce que, par exemple, si vous êtes un client, il faut faire une campagne, je ne sais pas, vous avez un produit, il faut que je comprenne tout, le produit, son provenance. Donc c'est de la culture, le fait, à chaque fois. Quand vous le faites pendant plus de 20 ans, 25 ans, c'est très intéressant d'apprendre des choses extraordinaires. Donc ça vous donne une richesse extraordinaire sur des éléments que vous n'étiez pas censé les connaître. Alors. La grosse partie de ta vie radiophonique, tu l'as faite dans une radio de la fonction publique. Ben, il n'existe pas d'autres radios, malheureusement. Ouais. Quelles ont été, ou quelles sont toujours, les difficultés d'un format radiophonique imposé pour toi? C'est-à-dire imposé. Que veux-tu dire par que la direction impose pour les émissions? Non. Vas-y, dis-moi. Il n'y a pas... Ça se passe pas comme ça. On dépose un projet radiophonique annuel d'un programme juste avant la grille et il est validé. C'est-à-dire on propose le concept, l'heure de diffusion et le format. Il n'y a pas de format. La direction, par exemple, peut vous demander plus de travail. Mais elle valide, en tout cas par rapport à toi. Ben, je fais partie maintenant des voix de la radio, donc je suis recruté depuis longtemps. Elle valide en général mes projets à 99%. Alors tout à l'heure, tu m'as dit que si tu étais un film, tu allais être un film algérien. Si tu étais une musique. Je ne serais pas une musique occidentale, mais quel type de musique tu cherches? Je serais une musique andalouse. Une musique andalouse. Je vais te dire, je peux faire un petit mixage? Vas-y. Avec un peu de métallique. Une musique andalouse, c'est un truc de malade, ça ne s'est jamais fait, ça se fera peut-être jamais. C'est incompatible, mais je suis dans ça. Dans ça? Dans le métallique. Oui, c'est toute ma... Oui, j'apprécie le métal et j'apprécie l'andalou, Yaman Bel-Awza, la CDC, oui, c'est pas trop. Il y a deux hémisphères, hein, bon bref, il y a deux lambettes que tu peux subdiviser. Ils sont bien divisés, hein, on a tous mangé de la cervelle quand même, on sait bien, voilà. Si tu devais être un plat, toi qui parles de cervelle. Ah, le couscous sans réfléchir. Non, le couscous, c'est le plat national algérien. Je serais le couscous. Moi, je le mange à toutes les sauces, à toutes les couleurs. Tous les couscous me plaisent. Je les aime tous. Ouais. Du fruit, aux légumes à la vapeur, aux fruits secs, en passant par les sauces de toutes les couleurs et de toutes les régions. Et chaque fois que je mange un couscous d'une région, je l'aime. J'oublie tout de suite le dernier que j'ai mangé. Parce que c'est toujours fait avec amour. Parce que quand en général, on mange un couscous, c'est dans une maison. Et une maison, c'est une maman ou une grande-maman. Et le secret de la recette de la grande-maman ou la maman, c'est l'amour. C'est pas les ingrédients. On peut mettre une viande, pas mais c'est l'amour, parce qu'elle sait que ça, elle va faire plaisir à ses convives, à ses enfants, et c'est ça qui donne le goût. J'y crois. Il n'y a pas de secret. Il y a des petits tours de main, mais c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on vous dit, je fais la même recette, et je dis, oui, mais quand tu le fais, si tu lui donnes pas de l'amour, c'est pas bon. C'est pas bon. Laisse l'amour, bon, il y a des petits tours de main quand même, faut pas... Mais il y a l'amour, j'y crois vraiment. Et toi, tu mets de l'amour quand tu cuisines? Ah oui. Ouais. Ah oui, je cuisine pas sinon. Non, je cuisine beaucoup gosse. La journée, je fais. D'ailleurs, les gens qui mangent chez moi, ils sont toujours. Moi, d'abord, je veux les sublimer. Donc, je fais des trucs très simples. Hein. Moi, je sublime mes convives. Donc, je fais des trucs simples, mais je les fais à la tradition, au petit feu, pas au feu d'enfer,
j'aime pas les ustensiles très modernes, je râpe pas, je coupe, je pile. Le pilon, j'ai un pilon, mais oui, la sudation de l'ail n'est pas l'endroit, tous les éléments qui constituent l'ail, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le goût n'est pas la même. La distorsion de la matière n'est pas la même. Donc l'explosion de la saveur ne peut pas être la même. De sorte. Non. On s'amuse pas avec ça. Ah non, non, parce qu'après le résultat n'est pas le même. Pas vrai. Enfin, j'y crois, hein, je sais pas. À part ta carrière, quelle a été ta plus grande réussite, Mahdi? Pour à toi. Part c'est d'accompagner ma grand-mère jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. L'accompagner dans les meilleures conditions possibles. C'était pour moi quelque chose qui a pesé énormément dans ma vie. Énormément. Elle était presque centenaire. Et donc, jusqu'au dernier souffle. Et voilà, ça a été vraiment très, très difficile pour moi. Parce que, bon, difficile, c'est pas parce que, non, elle s'est éteinte comme une bougie. C'est-à-dire c'est une personne, d'abord, lettrée, intelligente, combative, et je voulais qu'elle s'éteigne comme elle était, c'est-à-dire dignement. Ouais. Voilà. Et j'ai réussi, je me suis surpassé. Voilà. Donc elle s'est éteinte dans son lit comme je le souhaitais, comme une petite fleur. Voilà. Et pour moi c'est un soulagement, c'est un accomplissement. Je voulais vraiment que ça se passe comme ça, et ça s'est passé comme ça. La robalina. Alors, le rituel de Mashahou, c'est que je pose toujours les 2 dernières questions, qui sont les mêmes à mes invités. La première, c'est quelle est la personne que toi, tu aimerais écouter à Mashahou? Biona. Ouais. Oui, que j'aime beaucoup, que je salue. Ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà. Si tu peux faire un Mashahou avec elle, ça serait extraordinaire. Elle est dans ma liste. Ouais. Franchement, Biona est un personnage très intéressant. Dilem aussi. Ali. Dilem est un personnage. Et on gagnerait aussi à emmagasiner tout ça, à savoir. C'est quelqu'un d'hyper intéressant. Enfin, la liste est malheureusement non exhaustive, donc je ne vais pas m'arrêter. Mais ces 2 personnages, il y en a aussi, hein, mais en urgence. En urgence. La dernière question, Mahdi, c'est qu'est-ce que pour toi Mashahou? Le mot, l'expression... Tu le comprends comme tu veux. Tu prends le prisme qui t'intéresse. Alors, Mashahou, c'est l'identité même, la source de l'identité même de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Ça coule de source. Voilà, c'est la source. Voilà, Mashahou. Excellent choix. D'ailleurs, parmi les choses qui m'ont intéressé, c'était le titre que tu as choisi. Franchement, tout de suite, j'ai vibré. Ah, j'aime. Merci beaucoup, Mahdi. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt. Merci à notre invité d'être venu nous raconter ça, Mashahou. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Mashahou, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Mashahou en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Mashahou et à très bientôt.